Bienvenue à la série de webinaires de l'OSANO. Le webinaire d'aujourd'hui est présenté en collaboration avec le programme Gériatrie régionale de Toronto et veut enseigner des choses concernant la fragilité aux aidants naturels. Nos orateurs d'aujourd'hui ont écouté ce qu'ont à dire les aidants naturels par rapport à leurs défis pendant la COVID-19. Je m'appelle Indira Fernando, je vais animer le programme d'aujourd'hui. Je suis chef de programme ici à l'OSANO et c'est un plaisir pour moi de vous présenter les orateurs d'aujourd'hui. John Hunter, le docteur Barbara Liu, Sarah Shirkani et Sarah Dolson. John est aidante naturelle pour son mari depuis son ACV en 2016 et il a eu le dernier en 2017 et John a géré beaucoup de ses enjeux médicaux et en fait prend des cours en ligne pour se préparer pour les défis pleins d'incertitudes qui l'attendent. Elle est toujours contente d'aider les autres. Le docteur Barbara Liu est professeure de médecine et directrice de médecine gériatrique à l'Université de Toronto. Elle est directrice exécutive du programme gériatrique régional de Toronto et est à la tête de 23 hôpitaux en ce qui concerne les services gériatriques spécialisés. Sarah Shirkani est candidate de doctorat à l'Institut de politique de santé à l'Université de Toronto et boursière avec le réseau de fragilité de Toronto. Elle est en train de compléter sa thèse qui s'appelle la relation entre les soins informels et formels. Et finalement, voici Sarah Dolson qui est infirmière agréée et spécialisée en gériatrie. Elle a de l'expérience au passé à travailler dans la gestion d'urgence gériatrique comme infirmière et a récemment acquis de l'expérience en ce qui concerne le transfert des connaissances. Merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Merci de prendre le temps de participer à la session d'aujourd'hui. L'ordre du jour est très plein. John va partager avec vous ses expériences comme aidante naturelle en prenant soin de personnes âgées pendant la COVID-19. Et elle va parler d'un outil simple qu'elle peut introduire et mon autre collègue Sarah va parler de prévention de chute, de nutrition et va vous parler de communication avec les professionnels de soins de santé. Donc, quand la pandémie a commencé, on a pensé qu'il existe un espace pour développer des ressources pour les aidants naturels qui prennent soin des personnes âgées frêles. On voulait identifier quels étaient leurs besoins et les bonnes nouvelles sont que on a déjà un guide de stratégie qu'ont plus de 100 aidants naturels. On va partager le lien avec vous. Donc, on a développé cela avec des aidants naturels et on va se concentrer à la COVID-19. Problème audio, l'interprète s'excuse. On va parler du genre de l'information qui pourrait aider les aidants naturels pour prendre soin de leurs personnes aimées. J'ai parlé avec 4 femmes et un homme, tous à la retraite. De 3 à 12 ans, ils prennent soin de quelqu'un déjà. On a tous des problèmes pendant la pandémie et le thème principal quand même que j'ai identifié autour des défis des aidants naturels est la perturbation concernant les services formels. On annule les programmes que l'on a normalement pendant la journée parce que ces activités sont considérées essentielles pour la santé mentale des personnes qui reçoivent les soins et c'est essentiel pour la santé mentale des aidants naturels.
Maintenant, l'inquiétude principale que j'ai entendue était de maintenir les récipiendaires des soins et se maintenir eux-mêmes en sécurité. Qu'est-ce qui se passerait si l'un d'entre eux tombait, par exemple? Et au début de la pandémie, vraiment, les aidants naturels avaient très peur d'emmener les personnes aimées à la salle d'urgence ou chez le médecin. Et ils étaient très préoccupés d'être la seule personne qui était en train de prendre soin et d'observer le récipiendaire de soins. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer aussi après les restrictions actuelles. Donc, ils pensaient, bon, est-ce qu'ils veulent leur envoyer la personne aimée au programme d'activité quotidienne ou est-ce qu'ils veulent les mettre dans des maisons de soins à longue durée quand le temps arrivera. Alors, voici des défis et des inquiétudes des aidants naturels et selon ce qu'ils m'ont dit de l'information dont ils ont besoin, j'ai développé ce webinaire concernant la fragilité et la prévention. Oui, j'ai entendu parler des défis, mais j'ai aussi entendu des histoires de résilience. Les aidants naturels se sentent fiers de leur rôle. Ils ont développé de nouvelles routines qui étaient bonnes pour eux et pour les récipiendaires de leurs soins. Ils sont bons à résoudre des problèmes et à trouver de nouvelles façons de faire les choses. Et maintenant, ma collègue Joan va vous parler de cela. Je m'appelle Joan Hunter et on vous a déjà dit un peu de ce qu'est mon histoire. Je suis aidante naturelle et je prends soin de mon mari qui a déjà été atteint de plusieurs AVC qui ont affecté sa mobilité. À cause de cela, il a eu beaucoup de chutes. Il utilise un dispositif pour marcher, un marcheur, et je lui dis toujours qu'il doit utiliser au moins une canne. Et comme vous voyez, nous avons des défis tout le temps parce que maintenant il a été atteint de Parkinson's aussi. Alors je prends des cours en ligne concernant le vieillissement, la nutrition, les soins pour les personnes avec des problèmes chroniques et tout cela m'a beaucoup aidé parce que cela m'a aidé à comprendre que je ne suis pas toute seule et qu'il y a des personnes dans le monde entier qui font face aux mêmes défis. Mais les cours vous donnent seulement les connaissances, mais la tâche, c'est vous qui devez l'attaquer. Et une partie de mes tâches quotidiennes sont l'aider à s'habiller, à manger, à mettre son dispositif de l'ouïe, nettoyer son cathéter, contrôler ses enjeux de santé, prévenir ses chutes en assurant qu'il utilise son marcheur, l'encourager, l'impliquer dans des activités, ce qui est un défi énorme parce qu'il souffre de fatigue chronique. Il se lève fatigué et je dois constamment le réveiller pendant son petit déjeuner. Un effet secondaire de la maladie des médicaments pour le Parkinson sont être endormi très fréquemment. Je travaille à tout cela constamment. Et l'aider avec sa dysphasie est aussi un grand défi. Euh, il résiste certains aliments et je coupe les aliments très petits pour qu'ils puissent les gérer et je fais des smoothies pour le lunch. Tout cela, je trouve, l'aide beaucoup. Et avant la COVID-19, mon mari allait à un programme pendant la journée et il attendait cela avec impatience et c'était ma journée pendant la semaine où j'étais libre de prendre soin de lui. Le jeudi était devenu la journée préférée pour nous deux pendant la semaine. Quelques-unes des choses que je fais pour m'aider à passer par les jours, c'est que j'ai commencé avec du yoga et des prières. Cela m'enracine pour mieux gérer
tout ce qui pourrait arriver pendant la journée. Vous savez que être un aidant naturel prend de votre santé, mais donc il faut que nous prenions soin de notre santé, il faut faire de l'exercice, cela réduit le stress et aide avec votre corps. J'ai des hobbies, je lis, j'aime coudre, j'adore entendre de la musique et j'adore parfois même danser quand j'écoute la musique dans la cuisine. Donc, juste après le début de la COVID, la vie était très difficile avec le distanciement social. On ne pouvait pas voir notre fils et sa famille. On y allait tous les dimanches chez lui pour le souper et l'épicerie est devenue un défi. J'ai commencé à faire le magasinage en ligne et c'est après ma troisième commande quand je n'ai reçu que la moitié de ma commande, que j'ai décidé que ça suffisait et j'ai décidé de joindre les autres personnes qui faisaient la queue. Une autre chose, c'est que la COVID, les cheveux commencent à pousser et j'ai commencé à couper les cheveux de mon mari et j'ai même commencé à couper mes propres cheveux. Il faut être novateur, il faut trouver des solutions dans cette situation. Il était aussi dans le processus de faire son évaluation de soins de longue durée et cela a été retardé. C'est en suspens. Et pour l'instant, je ne veux pas euh, prendre cette décision. Je pense que je peux encore prendre soin de lui et je veux le faire tandis que je puisse le faire. Mais il faut être préparé à que les choses puissent changer. Et l'une des choses que je voudrais partager avec tout le monde, c'est que l'une des choses que la COVID m'a fait faire, et que vous savez que les personnes âgées sont à risque élevé pour la COVID-19 et je voulais être préparée. On est resté dans notre appartement pendant les 3 premières semaines du confinement. Si on sortait, on utilisait des masques, on se lavait les mains fréquemment, mais cela n'évite pas que vous soyez atteint de la COVID et je voulais être préparée. Et ce qui m'a fait démarrer là-dedans, c'est que j'ai reçu un courriel de cet organisme duquel nous sommes des membres, nous rappelant que leur livre de travail de la survie était prêt. Je l'ai téléchargé, j'ai commencé à regarder l'information par rapport à où sont vos passeports, où sont tous vos papiers, où est votre testament pour que si quelque chose vous arrive, vos enfants puissent savoir quoi faire. Et puis, j'ai commencé à voir qu'on pouvait prendre soin des funérailles aussi. Alors, j'ai commencé avec mon mari à regarder ce qu'on pouvait faire côté crémation. Euh, et mon urne était en fait un vase que j'ai choisi et je devais trouver une couverture pour l'urne et je me suis dit ben, comment le faire, comment être novatrice. J'avais jamais travaillé avec de l'argile, mais j'ai commencé à mélanger des choses pour faire de l'argile et j'ai préparé une couverture pour le vase et j'ai commandé de l'argile séchée à l'air d'Amazon et j'ai fait quelque chose qui a fonctionné, je l'ai peint et puis me voilà, j'avais une couverture pour mon urne. Alors, tout a été complété comme survivante et un jour je vais donner cela à mon mari et je vais lui dire, ben voilà mon cher fils, nous sommes prêts à partir. C'est quelque chose que je voulais partager avec tout le monde. Et je remercie tout le monde de m'avoir inclus dans ceci et j'espère que j'ai contribué quelque chose à votre session. Merci beaucoup à tout le monde.
Merci beaucoup, John. Ce fut merveilleux. Nous apprécions beaucoup que tu aies partagé ton histoire personnelle et celle de ton mari Bruce. Et cela est très conforme avec le reste de notre présentation parce que nous allons nous concentrer aux aidants naturels qui prennent soin de personnes qui vivent avec de la fragilité. Pas toutes les personnes âgées subissent la fragilité, mais il y en a qui la subissent. Donc parlons un peu de ce qu'est la fragilité et comment l'on peut la reconnaître. La fragilité est une vulnérabilité aux stresseurs et ces stresseurs peuvent être associés avec le vieillissement, des maladies que les personnes peuvent subir ou des stresseurs, des déterminants plus amples de la santé. Et Sarah Dawson va vous parler de ces déterminants dans ces diapos. Comme résultat de cette vulnérabilité, la personne est à risque d'avoir de mauvais résultats et donc leur indépendance fonctionnelle pourrait se voir réduite, ils pourraient avoir de mauvais résultats côté santé, ils pourraient avoir besoin d'être à l'hôpital plus fréquemment, ils pourraient être admis à une maison de soins de longue durée plutôt que des autres. Donc c'est une condition par où l'on paie davantage d'attention à cette condition dans les soins, le système des soins de santé. On en parlait pendant longtemps, c'était un concept vague, mais maintenant cela a été adopté comme un concept important dans la gériatrie et les soins aux personnes âgées. Donc, on a décrit toujours la fragilité à travers de différents outils. Et on a un outil qui s'appelle l'échelle de la fragilité clinique. Ceci a été créé au Canada par le docteur Kenneth Rockwood de l'Université Dalhousie. Et ces chercheurs ont continué à développer cette échelle de fragilité et ont maintenant développé une échelle de fragilité à image. C'est un outil de fragilité qui peut être complété par des personnes âgées elles-mêmes ou par leurs aidants naturels. Et ça ne prend que 5 minutes pour le compléter. Et cela aide à comprendre la situation de santé de la personne, mais aussi pour se communiquer avec les professionnels de santé et d'autres personnes dans le cercle de soins. L'outil est disponible dans ce site web et toutes les ressources desquelles nous allons parler pendant le webinaire, toutes les ressources seront partagées avec vous plus tard via courriel. Alors regardons un peu cette échelle de fragilité à image. On a 14 domaines différents où vous, la personne âgée ou les dents naturelles, les classifie dans ces différents domaines, par exemple l'état d'esprit, la performance cognitive, la performance physique et d'autres choses, par exemple les connexions sociales. Voici la liste des 14 domaines. Je vais vous donner un moment pour les regarder et pour que vous réfléchissiez à comment cela affecte soit vous-même, soit la personne de laquelle vous prenez soin. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous complétez cette échelle? Cela utilise des images pour que vous vous classifiez vous-même ou la personne de laquelle vous prenez soin dans tous ces domaines. Pour l'état d'esprit, vous voyez l'image de comptant jusqu'à très triste, quantité de médicaments, de 0 médicament jusqu'à plusieurs médicaments et tout ce qu'il y a au milieu. Maintenant, vous avez d'autres images de l'échelle pour la mobilité. Donc, voici quelqu'un qui peut monter les escaliers tout seul, qui peut marcher sur une surface plate indépendamment, qui peut marcher tout seul mais avec un dispositif comme un marcheur, quelqu'un qui a besoin d'une personne, quelqu'un qui a besoin d'une chaise roulante et quelqu'un qui est au lit. Et pour chacun de ces 14 domaines que je vous ai montrés, on a des images similaires qui vous aident à vous guider et à classifier la capacité fonctionnelle des personnes atteintes de fragilité. Alors, voilà cette échelle et d'autres ressources pour les aidants naturels qui sont disponibles pour
pour les aidants naturels. C'est là dans le site web du RGP, le programme gériatrique régional de Toronto. Maintenant, je vais passer le micro à Sarah Dawson. Merci beaucoup, le docteur Liu. Je vais arrêter ma vidéo parce que je me vois distraite par ma vidéo quand j'essaie de parler avec vous autres, des gens tellement gentils. Mais je vais revenir. Oui, c'est correct. On m'a donné la tâche de parler de la prévention des chutes, de la nutrition et des soins de soi-même. Comme Sarah l'a dit au début, ceci vient de travail, de stratégie de soins, du projet auquel j'ai participé dans le programme de gériatrie régionale. Désolé, problème audio, l'interprète s'excuse. Alors, je pense que nous devrions commencer par parler de la prévention de chute avec de la terminologie très simple. La mobilité, qui est définie comme la capacité de bouger votre corps. La mobilisation est définie comme l'acte de bouger votre corps de la meilleure façon que vous pouvez. Et une chute est définie comme une chute d'une position élevée à une position plus basse et la personne n'a pas de contrôle là-dessus. Est-ce que vous saviez que l'immobilité peut augmenter la dépendance de la personne très rapidement? Cela peut donner comme cause un handicap et augmenter le risque de chute. Et en quelques jours, si on est au lit, on peut perdre la force des muscles, on peut devenir plus faible et on peut devenir moins indépendant. Pourquoi est-ce qu'on le mentionne aujourd'hui? Parce que c'est très important quand on considère comment la COVID-19 nous fait rester bloqués à la maison, on est moins actifs qu'auparavant. Passons à la prochaine diapo. Donc, si on va un peu plus à profondeur par rapport à ce que l'on peut faire pour prévenir des chutes, quelques-unes des causes les plus fréquentes, les plus fréquentes sont les glissements et les trébuchements, par exemple, avec un tapis et les effets secondaires des médicaments. Par exemple, quand un médicament fait que la personne se sente un peu somnolente. On peut aussi avoir des conditions de santé chroniques, comme par exemple le diabète ou des enjeux respiratoires de toutes sortes. Même la douleur chronique peut augmenter le risque de tomber. Donc c'est très important de connaître et de comprendre les risques, parce que là, l'on peut commencer à penser aux stratégies pour atténuer les risques et prévenir même les chutes. Et la meilleure façon de le faire, et John l'a mentionné et l'a expliqué très clairement, est de rester actif physiquement. Pourquoi? Parce que nous avons entendu plusieurs fois, et cela est prouvé de façon répétée, que même de petites quantités d'activité pendant la journée aident à améliorer la santé de la peau, l'appétit, la force, la gestion de la douleur, la qualité de votre sommeil, comment se sent votre corps, la prévention des infections, la guérison et puis la prévention de problèmes de santé. Alors, qu'ai-je dit? Que le plus vous pouvez le faire, le plus vous êtes capable, le plus il faut être actif. Qu'est-ce que cela veut dire? Combien on peut? Le programme de gériatrie régionale a décrit les choses en trois niveaux différents, de façon très simple. Pensez au premier niveau où la personne ne peut pas se lever du tout pour être transférée du lit. Elle a besoin d'un aidant naturel. Voici un niveau de mobilité. L'autre niveau est où la personne peut absolument se lever et bouger du lit à une chaise
sans ou du soutien ou avec un peu de soutien. Et le troisième niveau est où la personne peut marcher des petites distances au minimum sans dispositif comme la canne ou le marcheur. Alors, on a des stratégies et des façons pour ajouter de l'activité aux routines quotidiennes. Passons à la prochaine diapo pour que je puisse vous montrer cet outil qui fait que ça soit plus facile de choisir des stratégies. C'est très cool. C'est des outils développés par le programme de gériatrie régionale de Toronto. On appelle cela l'outil SLOT. C'est un outil que nous vous donnons à vous et c'est très utile pour des personnes qui ne peuvent pas abandonner leurs espaces de vie. Mais c'est un outil qui va pouvoir être utilisé après la pandémie. Il s'agit d'ajouter des mouvements, des jeux de mouvements et on va s'assurer que tous les membres du public obtiennent un lien à cet outil. Et l'une des choses que je voulais dire est que l'activité est suggérée quand on fait de l'exercice et on doit acheter de l'équipement, etc. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'on a tout ce dont on a besoin autour de nous pour faire ces exercices. Dépendant du niveau de mouvement que l'on peut gérer. Je n'ai pas mis tout ce que l'outil peut nous donner, mais par exemple, on peut ajouter des étirements pour l'exercice. Par exemple, prendre l'épicerie et la mettre dans le frigo, par exemple. Par exemple, on met toutes les cannes d'aliments, les boîtes de conserve, on les met là où elles appartiennent peu à peu. On s'étire, on fait tous ces étirements. Donc, c'est important de comprendre. Je veux attirer votre attention au fait que, comme je l'ai dit, cet outil est gratuit, complètement accessible. Tout le monde peut l'utiliser, mais si vous voulez aller de l'avant, le programme de gériatrie régionale de Toronto est intéressé à votre rétroaction parce que cet outil devrait être le meilleur pour les gens qui l'utilisent. Donc, votre opinion par rapport à l'utilisation du outil serait très valorisé. Et si vous êtes intéressé à participer, envoyez un courriel à info@rgptoronto.ca. Je sais que je vais très vite, mais on s'assurera de vous envoyer cette présentation après le webinaire. Mais tous ceux qui participent à un sondage avant et après, tous ceux qui vont faire le sondage, le compléter, vont être inclus dans un tirage au sort. Donc peut-être vous pourriez même gagner un prix et espérons que vous puissiez utiliser cet outil. Alors passons directement maintenant à la prochaine diapo. Donc il existe beaucoup de différentes idées et ce que l'on peut faire, c'est de mettre les choses dans la liste choix des choses qui peuvent se faire très rapidement, les gains rapides, quick wins, et on a peut-être besoin davantage de soutien pour d'autres choses, par exemple de l'équipement ou une autre personne. Donc, des exemples de gains rapides, par exemple, et d'essayer de différents outils pour ajouter de la mobilité à tous ceux qui font leur routine. Par exemple, retirer par exemple des tapis qui pourraient être dangereux du chemin par lequel passent les gens. Donc on peut réduire des chutes de 50% en faisant des choses de ce genre. Bien évidemment, il faut de bonnes chaussures, des chaussures avec lesquelles on ne peut pas glisser. Mais on a d'autres choses où l'on a peut-être besoin d'un peu de soutien, par exemple de l'équipement
dans la salle de bain. Ça serait bon que vous parliez avec un physiothérapeute si vous n'en avez pas encore rencontré un. Des suggestions, par exemple, comme utiliser des rails des deux côtés des escaliers. Euh, Avoir deux rails peut aussi prévenir des chutes euh, dans les escaliers. Peut-être vous avez besoin d'aide pour les installer. Et comme John l'a mentionné aussi dans son histoire, parler avec le pharmacien pour voir quels sont les médicaments qui peuvent faire que la personne se sente fatiguée et qui pourraient augmenter le risque de chute. Quel médicament pourrait vous faire vous sentir fatigué après le dîner, par exemple? Et bien évidemment, toutes sortes de techniques par rapport à comment bouger. Alors, là, parlons un peu encore plus de la prévention de chute. Il s'agit de se communiquer avec les fournisseurs de soins de santé pour que vous puissiez donner une description détaillée de ce que vous voyez de façon quotidienne, parce que vos observations comme aidant naturel aide les professionnels de soins de santé à savoir quoi faire. Vous devez offrir la plus grande quantité de détails. Quand est-ce que la chute a eu lieu? Combien de chutes ont eu lieu à la maison ou en communauté? Qu'est-ce qui s'était passé juste avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'avez-vous essayé? Des détails par rapport à des chutes qui ont eu lieu auparavant. Et même ce qu'on appelle des presque. C'est des choses problématiques. Par exemple, vous pourriez voir la personne qui reçoit vos soins presque tomber. Si le mur ou la chaise n'aurait pas été là, alors cela peut expliquer beaucoup de choses côté information que vous devez partager. Deuxièmement, et je vais le répéter constamment, sentez-vous libre de poser la plus grande quantité de questions pour que vous soyez satisfait qu'on a répondu à vos questions. Maintenant, virtuellement, vous pouvez parler virtuellement ou envoyer un courriel ou appeler au téléphone. Mais par exemple, de questions que vous pourriez poser sont bon. Est-ce qu'il y a une raison pour un changement dans la mobilité de mon mari, par exemple? Est-ce qu'il y a un médicament qui prend en ce moment qui pourrait affecter sa mobilité? Qu'est-ce que la communauté a à offrir comme soutien pour des programmes de prévention de chute, par exemple. Et encore une fois, beaucoup de ressources supplémentaires ici qu'on va vous envoyer pour que vous puissiez regarder le contexte contenu de stratégies pour les aidants naturels. Bon, en ce qui concerne la nutrition, merci Dr Liu. On va commencer avec des termes tout d'abord qui exigent un peu de révision. Une bonne nutrition, c'est l'acte de manger une variété d'aliments qui sont nécessaires pour la santé et la croissance. Une mauvaise nutrition est un manque d'aliments ou d'éléments nutritifs qui mènent à une mauvaise santé. Et la déshydratation est une condition où le corps ne reçoit pas suffisamment d'eau pour fonctionner de façon adéquate. Dans le guide qu'on va vous envoyer, on a beaucoup de détails là-dessus. Alors, on a tellement d'avantages à maintenir une bonne nutrition, je dois probablement pas l'expliquer à aucun d'entre vous. Cela améliore le sommeil, le sucre dans le sang, la digestion, la pensée, l'énergie, le bien-être, l'efficacité des médicaments et leur métabolisation. Donc, passons à la prochaine diapo. On veut vous donner un autre outil pour ce segment. Cet outil va vous aider en tant qu'aidant naturel à gérer l'enjeu de la nutrition. Ça s'appelle l'évaluation de nutrition, l'auto-évaluation ou auto-mini-évaluation de nutrition. C'est vous et les personnes âgées desquelles vous prenez soin qui pouvez le compléter et vous déroulez la page et
Au bout, c'est écrit à être complété soit par la personne âgée ou par l'aidant naturel et on a cet outil dans plusieurs langues, n'importe la langue que vous préférez. Donc, la prochaine diapo ici vous montre la première page. L'outil n'a que 2 pages, je pense, mais ce que vous faites, si vous le voyez, ce que l'outil analyse, c'est de voir si on a eu de la perte de poids pendant les 3 derniers mois, si on a eu de la perte de mobilité, des stress, des maladies que la personne a subies pendant les 3 derniers mois, et bien évidemment la présence de démence et de dépression qui affectent la nutrition. Et vous faites votre score, vous calculez le score que vous obtenez et vous obtenez un score qui reflète soit une situation de nutrition normale ou un risque à une mauvaise nutrition qui serait entre 8 et 11. Et si on a de 0 à 7 points, cette personne est considérée comme mal nourrie et c'est un très bon outil pour la conscience de soi. Et ceux qui ont des scores bas, on pourrait l'utiliser comme un dispositif de communication fantastique. Merci. Donc, il existe beaucoup d'autres stratégies pour gérer la nutrition et certainement il faut que vous fassiez ce qui fonctionne pour vous, mais voici d'autres stratégies simplement pour vous inspirer. Planifier au préalable est quelque chose qui peut aider et on évite la fatigue au bout du jour. On peut mettre quelque chose concernant la nutrition sur le frigo. Vous pouvez faire une liste et vous pouvez éviter la fatigue. Peut-être il y a certains aliments qui sont considérés comme des liquides, comme le yogourt, les fruits. On peut vérifier des recettes en ligne, on peut demander à des amis de vous donner des recettes et être connecté pour obtenir l'aide dont on a besoin. Les aidants naturels le mentionnent fréquemment. Peut-être il faudrait penser à des programmes comme Meals on Wheels, des programmes qui puissent vous aider, des clubs de souper, etc. Et certainement, n'oubliez pas de préparer les repas que vous aimez partager ensemble. Alors, encore une fois, pour terminer le segment de la nutrition, on va parler de la communication. C'est tout comme pour les chutes. Il faut transmettre votre histoire de la meilleure façon possible, quelles sont vos observations et expliquer aux professionnels de soins de santé exactement ce qui se passe avec des détails. Par exemple, combien de poids est-ce que la personne a perdu et quand est-ce que cela vous pensez a commencé? Ils ont des difficultés peut-être à mâcher, à avaler. Qu'avez-vous essayé jusqu'à présent? Et parler des outils que vous ayez complétés. Et vous pouvez aussi poser des questions. Qu'est-ce qui peut causer ces changements de poids? Est-ce que quelques-uns des médicaments qu'il prend peuvent faire qu'il perde du poids? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe qui cause la perte de poids? Et qu'est-ce que la communauté peut me donner comme soutien par rapport à la nutrition? Comme je l'ai dit, est-ce qu'il y a des programmes de souper? Est-ce qu'il y a des diététiciens dans la région qui pourraient m'aider aussi? Et une ressource supplémentaire que l'on a apprise des aidants naturels dernièrement, c'est que la COVID-19 a posé des défis par rapport à l'épicerie. Donc le 211, c'est des services qui vous connectent à des services pour obtenir l'épicerie. Disons que vous n'avez pas de carte de crédit, des choses qui posent des problèmes en ce moment. Le 211 Ontario par téléphone, quand vous composez le 211 de votre téléphone terrestre ou cellulaire, on va vous connecter à des programmes et des services dans votre région. Et encore une fois, voici des ressources supplémentaires que vous pouvez utiliser quand vous le désirez, des stratégies pour les aidants naturels, des outils
outils pour évaluer la mauvaise nutrition, un plan de repas hebdomadaire échantillon et un peu concernant la santé de la bouche qui affecte aussi la nutrition. Donc finalement, on parle de cela comme dernier point, mais certainement c'est très important. Joan a aussi mentionné le soin d'elle-même et quand Sarah, corrige-moi Sarah si je me trompe, mais quand Sarah a fait son entrevue des aidants naturels, ils ont certainement reconnu l'importance de prendre soin d'eux-mêmes, pouvoir trouver la résilience et continuer, ce qui est incroyablement difficile à faire parfois. Et quand Sarah leur a demandé de classifier le genre d'informations qu'ils voulaient du webinaire aujourd'hui, ils voulaient parler des soins d'eux-mêmes. Et cela explique qui vous êtes. Vous devriez être félicité pour tout ce que vous faites tout autour de l'Ontario et donc je vous le remercie. Et je vous rappelle tout simplement de contacter des gens, d'utiliser les activités qui vous font sentir que vous pouvez recharger vos batteries et on peut passer à la prochaine diapo. On va vous laisser avec plusieurs ressources que vous pouvez utiliser. Donc, l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario reconnaît le niveau de stress dans votre vie et vous avez peut-être des domaines de priorité où vous avez besoin de soutien. Il y a des stratégies de soins aussi dans un chapitre et nous comprenons que de tout lire est défiant pour le public, c'est une surcharge sans doute. Donc faites les choses quand vous avez le temps de faire et regardez ce qui vous intéresse et sentez-vous libre d'utiliser les ressources qu'on va vous fournir. Donc, avant de passer le micro de retour, je veux remercier au nom de toutes les oratrices, je suis sûre qu'elles diraient exactement la même chose. Je veux remercier tous les participants d'être avec nous. Nous sommes très heureux de pouvoir vous aider, de pouvoir créer cette possibilité de nous connecter aujourd'hui. Et je voudrais remercier vraiment spécialement Joan pour avoir partagé son histoire. Cela exige beaucoup de courage et cela fait que la personne se sente vulnérable quand elle raconte des histoires sur elle-même. Donc c'est incroyable, Joan, vraiment. La conversation que tu as eue avec nous nous a rempli d'éloges envers toi. Donc si vous avez besoin d'informations par rapport au programme gériatrique régional de Toronto, je vous encourage à regarder leur site web. Ils ont beaucoup d'informations, de ressources. Et la chose à laquelle je veux attirer votre attention est l'outil FQA. Il peut vous aider beaucoup et si vous voulez de l'aide, contactez info@rgptoronto.ca et parce que aussi votre rétroaction est très très importante pour nous. On se répète, on va partager un résumé de la discussion d'aujourd'hui après le webinaire d'aujourd'hui. On va vous donner accès à toutes les ressources et je pense que je vais passer le micro, plutôt le contrôle de retour à l'OSANO pour la foire aux questions. Merci.